tous, vous êtes bien sur RTI2 et vous suivez votre magazine de la mi-journée. On garde le contact avec M. Mbok. Bonjour, merci d'être là. Et bien évidemment, le Dr Brou. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Aujourd'hui, nous traiterons d'un thème très important, comme tous les jeudis et vendredis d'ailleurs. On parlera de l'acceptation de soi. Vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes sur une certaine lancée. Nous avons parlé donc de savoir prendre sa vie en main, ensuite de savoir la gérer. Et pour le faire, il faut évidemment s'accepter, ce qui implique de se connaître. Absolument. Donc, nous disons que il était quasiment impossible de pouvoir s'assumer, de pouvoir prendre sa vie en main, de pouvoir se gérer avec efficacité si on ne s'accepte pas. Parce que la prise en main de sa vie et la gestion de sa vie prennent en compte beaucoup de valeurs. Or, celui qui ne s'accepte pas ou ne s'estime pas, à la limite, refuse ou renie ses propres valeurs. Il est évident que si nous n'avons pas de valeurs, il va être très difficile de pouvoir gérer avec cohérence et avec efficacité. Donc, la gestion de notre vie de façon, j'allais dire de qualité, pour que ce soit de façon efficace, il va être nécessaire pour nous de nous connaître, on en a parlé, mais de nous accepter surtout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que nous avons qui ont simplement du mal à s'intégrer à la vie, qui ont du mal à évoluer ou à progresser, simplement parce qu'ils ont, ou du moins elles ont un certain complexe, un certain refus d'acceptation de leur valeur, de leur personne. Justement, docteur, j'allais poser la question. C'est clair que certaines personnes peuvent ne pas se connaître. D'ailleurs, est-ce que nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, est-ce qu'on se connaît véritablement? Mais ça paraît difficile à croire que certaines personnes ne s'acceptent pas. Oui, il y a beaucoup de personnes. On peut avoir des complexes, comme vous l'avez dit, on en a tous. Des choses qu'on accepte, qu'on n'apprécie pas forcément, tant de notre caractère que de notre physique, mais renier, voire nier carrément sa personne entière. Ah oui, ça existe bel et bien. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai eu un témoignage d'une jeune fille étudiante qui malheureusement a été malade et a perdu pratiquement l'usage de tous ses membres. Et pour ça, elle a tenté de se donner la vie. La mort. La mort, pardon. Elle a tenté de se donner la mort, merci. Et ce qui traduit réellement que la nouvelle situation, elle ne pouvait plus la supporter, l'accepter. Et effectivement, ceux qui ne s'acceptent pas, dans leur discours, vous verrez qu'ils n'ont rien à faire sur cette terre. Hein. Ils sont venus accompagner les gens. On le dit souvent parfois pour chahuter. Je peux le dire pour chahuter. Ah, nous autres, on est venus accompagner. Ça passe parce qu'on veut plaisanter. Mais il y a des gens, c'est ancré dans leur vie. Ils le disent avec conviction. Ils vivent ça avec conviction, au point où ils sont convaincus que rien ne peut leur réussir. Et si vous êtes convaincu que vous ne pouvez rien réussir, il est évident qu'on ne peut pas s'engager à faire quelque chose pour prendre sa vie, j'allais dire, en main. Très bien. Monsieur Mbok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si ce n'est de dire que connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, le Créateur? C'est que nous atteignions donc cette plénitude de la vie. Et je vous rejoins quand vous dites qu'il y a plusieurs personnes qui se dénient, c'est-à-dire le déni de soi. Ils refusent de s'accepter, ils refusent de vivre. D'ailleurs, même parfois, comme l'a dit Eva, ils ne connaissent même pas les valeurs, leurs talents. Ils ne savent pas le potentiel qui est en eux. Et ils vivent à côté d'eux-mêmes. Et alors, ils ne savent pas dire non. Il y a plein de manifestations. Ils sont en colère contre eux-mêmes. Et généralement, c'est dû au fait qu'ils ont reçu un choc émotionnel. Pour la plupart du temps, les gens qui vivent dans ce complexe-là, qui vivent dans ce monde virtuel, parce que le déni de soi, c'est vivre dans le virtuel, c'est vivre dans un idéal de soi qu'on ne peut pas atteindre. C'est toujours vivre, n'est-ce pas, à côté de soi-même. Et pour la plupart, ça vient de ce que nous avons reçu un choc émotionnel, ce que nous appelons, nous, les blessures intérieures. Alors, on est incapable de se libérer de soi. On est incapable de se libérer de nous-mêmes. Et du coup, nous sommes prisonniers de tout ce à quoi on cache, ce qu'on ne veut pas accepter, ce qu'on croit être, n'est-ce pas, une fausse réalité. Voilà un peu ce que je peux dire en intro. Voilà. Très bien. Donc, l'état des lieux étant fait, et brillamment d'ailleurs, on va passer au second sous-thème, tout de suite, les différents cas de figure. Alors, avant de parler des cas de figure, je voudrais quand même insister sur ce que M. Mbok a dit. L'acceptation de soi ou le refus de l'acceptation de soi, c'est toute une vie. C'est pour ça que la connaissance de soi est fondamentale. Il a parlé de choc émotionnel, mais c'est toute notre vie. Dans tous les documents de psychologie, quand vous lirez, vous allez vous apercevoir que celui qui s'accepte, il a appris ça
déjà à l'enfance. Et celui qui se refuse de s'accepter, il a également appris ça à l'enfance. Donc, il y a la famille, toujours on le dit, qui a son rôle à jouer dans l'acceptation ou le refus de l'acceptation. Il y a l'environnement dans toute sa composante. On est des amis qui toujours nous briment, qui nous font croire qu'on n'est rien. On finit par intégrer effectivement que nous sommes rien et devenus adultes, donc on n'est rien. Mais il y a également, je lisais tout à l'heure, même l'école. Le fait d'aller à l'école et de connaître à longueur d'année des échecs sur des échecs, on perd finalement confiance en soi. Et en partant à l'examen, de toute façon, bon, il n'y a rien. Mais il y a un élément important sur lequel aussi je voulais insister. C'est que quelquefois, quand vous faites un premier échec, par exemple, aux études, on a tendance à vous faire croire que vous n'êtes rien, surtout quand vous êtes beaucoup dans la famille et que certains sont premiers des classes, ils sont les meilleurs, que pour un concours de circonstances, vous êtes dernier. Alors, on retient ça de vous pour dire, oh, celui-là, c'est pas la peine de compter sur lui. Mais les gens le faisant, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'aimer les germes de quelqu'un qui, tôt ou tard, arrivera à refuser de s'accepter et de se sentir bien évidemment inutile dans la société. Donc, ce sont des frustrations, docteur, qui peuvent paraître bien évidemment, anodines. Anodines, bien sûr. Anodines. J'ai entendu des témoignages d'enfants qui me disent, mais moi, dans ma famille, on ne m'a jamais aimé, pour la simple raison que tout le monde dit que je ne vais jamais réussir, je suis bête, je suis méchant. Donc, à force d'entendre ce genre de paroles, on finit par l'intégrer au point où, quand vous devenez grand, même quand quelqu'un veut vous valoriser, vous trouvez que la personne est hypocrite. Souvenez-vous d'un exemple que je vous ai donné ici. Vous voyez une jeune fille à qui vous faites vraiment des compliments, tu es une belle fille, de façon vraiment sincère, et qui en pleure parce qu'elle trouve que vous êtes hypocrite, parce qu'elle n'a pas intégré à sa vie la dimension de la beauté. C'est plutôt de dire tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Alors, oui. Donc, je vais poser une question à M. Mboko. Quand vous parliez de blessures intérieures, c'est à cela que ça faisait référence. Pardon. Donc, ces frustrations qu'on peut accumuler tout au long de l'enfance. Oui, et même depuis le sein de sa mère. D'accord. Oui, parce que sa mère, je veux dire, une maman peut vouloir rejeter le fœtus parce que peut-être le papa, ça n'a pas marché. Et du coup, en tant que fœtus, c'est une vie. Hein, et vous entendez, je ne sais pas si vous avez vu ce film, de ce fœtus qui communique avec sa mère. Oui, c'est la science qui démontre clairement qu'il y a la communication. L'enfant est très réceptif aux sentiments de sa mère. Absolument. Exactement. Quand on a une grossesse heureuse, l'enfant naît heureux. S'épanouit. C'est pour ça, si vous me permettez d'ailleurs, quand une femme, soit pendant qu'elle est en grossesse, soit elle accouche, qu'elle présente des troubles psychiatriques chez nous, on appelle ça psychopuerpérale, on essaie de voir la dynamique familiale. Parce qu'une grossesse qui intervient dans des conditions de déprime pour la femme, cette dépression peut être communiquée à l'enfant, et puis cela peut aboutir à des avortements ou à des accouchements précoces. Des avortements spontanés? C'est possible, oui. Ah oui. Vous savez, tout ce que nous faisons est commandé par la tête, qui va agir, on va recevoir, comme on appelle, un signal, cela va déclencher des réactions en nous, sécréter des hormones, et cela peut avoir des conséquences, stress, et le stress éventuellement a des conséquences catastrophiques. Alors, pour revenir effectivement au cas de figure, cela se voit dans tous les domaines. Le premier domaine, c'est le domaine affectif. On ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas parce qu'on n'a pas appris à être aimé, on n'a pas appris à aimer. Donc du coup, quand on évolue, on a même une vie relationnelle difficile. Vous allez voir que parmi nos amis, nos connaissances, il y a des gens qui ont des vies de relationnelles difficiles. C'est vrai que souvent on a tendance à les condamner, on a tendance à les juger, mais en réalité, ce sont des personnes qui portent en elles-mêmes des germes d'une certaine souffrance. Alors, docteur, est-ce que finalement, on n'en est pas tous là? Parce qu'on est en Afrique et sous nos tropiques, ce n'est pas très fréquent on parle du domaine familial, là, pour commencer. C'est pas fréquent d'avoir des parents dire à leurs enfants « je t'aime » ou même des enfants dire à leurs parents « je t'aime ». Pour autant, l'amour existe, hein, mais on est très pudique sur nos sentiments et la façon de les exprimer. Après, quand on se retrouve en couple, c'est autre chose. D'ailleurs, il y a des hommes qui n'arrivent pas à dire « je t'aime » quoi qu'ils ressentent de l'amour. Ou des femmes, ou même chérie ou bébé, des petits mots affectueux et tendres. Ça leur paraît impossible. Pas parce qu'ils ne ressentent pas cet amour-là, mais parce que peut-être dans l'enfance, on ne nous a pas appris à extérioriser cet amour. Quand on regarde la télévision, quand on voyage, vous qui avez fait les États-Unis par exemple. Juste 2 semaines, hein, bah. Et vous qui avez fait la France. Par exemple, c'est des choses, c'est très fréquent de voir maman je t'aime, papa je t'aime, le matin le père va au travail, il dit à son fils je l'aime et je t'aime et tout. Et ça passe ici, c'est plus compliqué. Non, c'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué. Vous savez, l'amour d'ailleurs, je peux dire à quelqu'un je l'aime, mais
cela doit se traduire dans les actes. Donc, l'amour que nos parents ont pour nous devrait normalement ou se traduire. Il se traduit, mais il n'est pas verbal, c'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais quand on parle d'un enfant qui a manqué d'amour, c'est pas d'affection, c'est pas le fait qu'on ne lui ait pas dit forcément je t'aime ou je t'aime pas. Mais dans le comportement de tous les jours, c'est des propos orduriers, c'est des injures ou c'est l'indifférence. Vous savez, si quelqu'un vous voit et qu'il ne calcule pas votre présence, c'est une manière de dire bon, ta présence égale à ton absence. Et ça, on n'a pas besoin de le dire de façon verbale. Dans nos relations, quelquefois, on nous le dit. Je t'ai fait quoi? J'ai l'impression que quand tu me vois, tu n'as pas envie de me saluer. Bon, tu es indifférent. Pourtant, vous n'avez même pas dit le moindre mot. Tu fais rien avec moi. Tu fais rien avec moi. Voilà. On dit même que tu n'as même pas de programme avec moi, etc., etc. Ça traduit que dans mon attitude, l'autre ne perçoit pas l'amour et perçoit plutôt le rejet. Donc, c'est important. Ce n'est pas forcément nos cultures, effectivement. Ce n'est pas le fait de le dire, mais dans le comportement de tous les jours, cela peut se voir. Et un enfant qui, par exemple, au moment où il grandit dans la famille, qui est toujours repoussé, soit par le papa ou la maman, ah, va voir ton papa là-bas. Ah, une fois ça passe, une fois ça passe, deux fois ça passe. Mais à force d'insister, à un moment donné, on a l'impression que papa ne nous aime pas et que c'est plutôt chez maman on s'en va. Pourtant, le monsieur n'a pas dit ouvertement que je t'aime pas, mais peut-être par nos cultures et nos traditions, on préfère dire aux enfants, allez voir les mamans. Donc je pense que d'ailleurs, avec l'évolution de la société, les choses sont en train de changer et c'est important de le savoir. Je voudrais aussi rajouter pour dire que justement le déni de soi se manifeste aussi du point de vue racial, culturel, intellectuel. Je pense que tout le monde connaît. Tout le monde donc connaît cet artiste. D'accord, on y revient tout de suite après ce coup de fil d'un téléspectateur qui souhaite conserver son anonymat, ce que nous allons respecter d'ailleurs. Il nous appelle de la Riviera. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour mademoiselle. D'accord, ok. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je me suis sentie concernée par les dits de monsieur tout à l'heure. Il parlait des personnes qui sont repliées sur eux. Des personnes qui sont repliées sur eux. Oui. Voilà, je me suis sentie concernée. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je suis très renfermée. Je suis mariée, j'ai des enfants, mais je n'arrive pas à m'approcher des autres. D'accord. Quand je suis à la maison, une fois que je rentre, je ne vais plus chez quelqu'un. Je suis dans la maison car je vais faire autre chose. Je ne sais pas à quoi c'est dû, franchement. Vous n'avez pas de meilleur ami ou d'amis proches? Si, j'ai une meilleure amie, mais qui n'est pas à côté de moi ici. D'accord. Voilà. Et vous avez de la famille, donc des frères, des sœurs? Oui, j'ai des frères et des sœurs. Et vous êtes proche d'eux? Oui, je suis très attachée à eux-mêmes. D'accord. Donc en dehors de votre cercle familial, vous avez du mal à aller vers d'autres personnes? Les voisins, voilà. Et quand je sors, je salue, mais je n'arrive pas à leur rendre visite, voilà. Est-ce que vous avez été peut-être trahi en amitié ou... Oui. D'accord. Oui. Vous avez été trahi en amitié? Oui. D'accord. Très souvent même. Ah, d'accord. Merci beaucoup et puis beaucoup de courage. Donc, je pense qu'on l'a dit ici sur ce plateau à plusieurs reprises. Vous voyez que je commence à avoir le truc. Non, bientôt vous allez faire la consultance comme ça. On va changer de place. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on l'a souvent répété sur ce plateau. Dès lors qu'une personne, parce qu'on est né pour vivre en société, dès lors qu'une personne se lève pour dire je ne veux plus d'amis, je préfère rester dans mon coin, ça a traduit quelque chose, une souffrance, une déception. Et je pense qu'elle a répondu à sa question, à sa préoccupation, à sa propre question. Maintenant, la problématique, c'est de savoir si elle se sent bien en se repliant, ok, elle continue. Mais si elle ne se sent pas bien, ben, elle cherche à se faire aider pour renouer avec d'autres amis. Les amitiés, on en fait, on en finit, on a d'autres amis. C'est ça aussi la vie, on te trahit ici aujourd'hui. Docteur, pour prendre le cas de cette téléspectatrice, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce cas-là, est-ce que c'est grave finalement? Parce que bon, apparemment, elle est entourée, donc elle a sa famille de qui elle est très proche, elle a dit, elle a son époux, ses enfants. Est-ce que c'est aussi grave que ça de ne pas avoir d'amis en dehors de ce cercle? Je dirais oui et non. Si vous restez dans un cercle fermé de famille et que vous vous sentez bien, vous avez tout ce que vous voulez, à la limite, oui. Mais si je vais plus loin, je trouve que ça nous limite. C'est un peu comme je suis natif de chez moi, et puis je me suffis dans ma région, je n'ai pas la possibilité d'aller à la rencontre de tierces personnes. Ça ne peut pas enrichir votre culture. Moi, ma culture, et bien évidemment, donc je suis un peu handicapé. Monsieur Ousmane nous appelle d'Adjamé. Allô? Il est parti. Voilà, donc c'est ça. Je sais pas si... Oui, c'est exactement cela.
ça nous empêche de nous ouvrir sur les autres et puis d'apprendre. Et on juge facilement les autres d'ailleurs. Voilà. Parce qu'on a été nous-mêmes jugés assez durement. C'est ce que je disais, les blessures intérieures sont les causes de tous ces comportements, ces dysfonctionnements dans le comportement. Le déni de soi, c'est un dysfonctionnement et tu ne peux pas accéder donc à cette vie. Qu'est-ce que vous appelez le déni de soi, M. Mbok? C'est ne pas s'accepter. Tu te rénies, tu rénies ce que tu es. Je vais prendre un exemple pour voilà, expliquer ce que je dis. J'ai l'impression que voilà, il y a ce sportif franco-africain, je préfère dire ça comme ça, on ne cite pas les contemporains, n'est-ce pas, qui il ne s'acceptait pas tel qu'il était hybride. Et alors, il se prenait pour, de l'autre côté, c'est-à-dire pour un Européen. Et jusqu'à ce que, après sa victoire, une grande victoire que l'Afrique a saluée d'ailleurs, et l'Europe également, il a commencé à taxer d'Africains. Et du coup, il a eu des difficultés jusqu'à ce qu'il s'accepte et qu'il commence par dire à la télévision, à parler d'abord son ethnie. Je suis ce que je suis. Ouais. Alors, c'est alors que monsieur... Le Camerounais qui est sorti là, ouais. Oui, non, c'est pour dire que, enfin, je suis en train de décliner un peu son identité aussi, comme ça. Et ce garçon a commencé à s'accepter. Or, au départ, il pensait qu'il était occidental, jusqu'à ce que les Occidentaux... Il pensait qu'il n'était qu'occidental. Oui, il pensait qu'il n'était qu'occidental du fait de la couleur de sa peau, n'est-ce pas? Et du coup, on lui fait comprendre qu'en fait, tu es africain. Nous te jugeons, nous te prenons pour un Africain. Tu l'es. Et doucement, il a commencé à intégrer cette valeur africaine au point de s'accepter. Or, au départ, c'est cela, le déni de soi. Il n'acceptait pas qu'il était africain. Dans les relations, dans l'économie de relations, dans la famille, ça arrive. Il y en a qui n'acceptent pas qu'ils sont ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Même sur le plan social, il est fils de forgeron, il te dirait, écoute, tu sais, moi j'habite Ibalbeur. En plus, Ibalbeur, il dit, bon, tu sais, moi j'habite Cocody. Hein. Alors, justement. Et pourtant, il habite Ouassakara. Ça c'est une manifestation de... Tout à fait. Et pourtant, il habite Ouassakara. Il habite Ouassakara, mais il te dira que moi j'habite Cocody. D'accord. Et chaque fois que tu voudrais qu'on est chez lui, il te dit, non, tu sais, il se fait tard, tu sais, ma mère, n'importe quoi. Encore un téléspectateur qui ne souhaite pas qu'on dévoile son identité. Il nous appelle de Cocody. Allô? Madame, bonjour. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Féliciter pour l'émission. Merci beaucoup. Et au sujet de la femme enceinte, je viens de vivre quelque chose de très troublant. Oui. J'étais enceinte de 2 mois et on m'a tellement mis le stress et la pression que j'ai fait une fausse couche. On vous a? On m'a tellement stressée avec les bavardages que j'ai fait une fausse couche. D'accord. C'est ce que je disais. Donc là, quand j'ai entendu qu'ils ont dit au sujet de l'avortement, les hormones, ça crée quelque chose en moi, encore une révolte. Donc c'était le stress en fait. Pardon? Vous étiez stressé pendant votre grossesse? Oui, stressée parce que ceux qui, mon entourage me disaient non, que je n'étais pas mariée pour faire un enfant. Et je leur faisais comprendre que c'était mon choix. Et puis bon, je n'ai pas pu supporter tous ces bavardages. Mon enfant, et je le dis physiquement, chaque nuit c'est des douleurs. Voilà. Merci beaucoup madame. Beaucoup de courage pour la situation que vous avez traversée. Et puis, merci, le meilleur reste à venir. Donc là, c'est une illustration de ce qu'on disait donc, sur le ressenti du fœtus vis-à-vis des émotions de la mère. Et on parlait d'avortement spontané, on en a une preuve. Alors, à côté des frustrations dont on a parlé, une cause que vient d'évoquer M. Mbok, c'est, vous l'avez dit, la faiblesse mentale, vous avez dit ? Quand il parlait de ces personnes-là qui s'inventaient des vies, on va dire. Oui, on appelle ça la faible estime. La faible estime, d'accord. De l'estime de soi. Quand, par Est-ce exemple, que c'est pas lié justement aux frustrations? Est-ce que c'est pas parce que ces personnes-là ont subi peut-être des pas frustrations forcément. Du fait de leur situation précaire, donc ils s'inventent une autre vie? Oui, mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas, justement. C'est-à-dire, j'ai vu à la télévision de belles maisons, de grands quartiers, peut-être même que j'ai eu l'occasion dans mes études de fréquenter des enfants à papa, comme on le dit. Du coup, leur dit que moi j'habite dans tel quartier est gênant. Or, si je m'accepte, parce que c'est ça la fierté. La fierté n'est pas de l'orgueil. Ici, ça devient un orgueil utile. Non, moi je suis enfant de paysan. Comme je le dis souvent, moi je ne suis pas jeune de dire, je viens du village. Il y en a qui vont dire non, pas de village.
bien que j'ai un village, chez moi c'est Tébissou à Massaléko précisément, et il y a même qui n'acceptent pas leur physique, ça aussi c'est dans les cas de figure, ils viennent et disent oui, moi je suis soit trop gros, ou bien je suis trop mince, ou bien telle partie de mon corps. Je pense qu'on a tous ces petits complexes là, docteur. Oui, mais quand ces petits complexes existent, dès lors que cela commence à prendre des proportions au point de handicaper notre vie, au point de nous faire souffrir, là il y a problème. Sinon chacun aurait voulu avoir tel visage, tel type de cheveux, tel ceci. Donc c'est important de savoir. Je voudrais ajouter sur le plan relationnel. Parfois nous nions la vulnérabilité, je parlais de moi, et qui parfois prend sa source à partir des déceptions, comme on l'a dit tantôt. À 18 ans, j'étais sous autres cieux lorsque j'ai eu ma première déception. Et puis, à 27 ans, je rencontre quelqu'un qui me fait prendre conscience de ce que je niais la vulnérabilité de mon âme. C'est-à-dire, je refusais d'accepter que j'étais capable de souffrir. Mal et de souffrir. Très bien. On va y revenir. On y revient donc après ce coup de fil de Mme Guessan qui nous appelle de Dabou. Allô? Allô? Madame Guessan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Madame Guessan. Je vous appelle pour participer à l'émission. Oui, Madame Guessan. Sur le thème l'acceptation de soi. Oui. Moi, je pense que pour accepter soi-même, il faut s'aimer d'abord. Et puis, il faut se faire confiance. S'aimer et se faire confiance. Aimer ce qu'on est, puis aimer. Se faire confiance, quoi. Il ne faut pas développer des D'accord. Alors, ce qu'on a retenu en tout cas de son intervention, et je pense qu'on est tous d'accord, pour s'accepter, il faut s'aimer, elle a dit, et se faire confiance. On y revient après votre témoignage. Donc, donc comme je disais, vous avez découvert votre vulnérabilité. Oui, ma vulnérabilité. Parce que après ma déception, je passais pour être un bad boy. Et j'aimais à l'être. Ça, c'est virtuel parce que ce n'était pas moi. J'aimais à passer pour un bad boy et chaque fois que j'entrais dans une relation, j'étais le mauvais garçon. Il fallait que je sois ce mauvais garçon. Et puis, jusqu'à ce qu'à 27 ans, je rencontre également quelqu'un qui me fasse comprendre comme écoute. Aimer, c'est d'accepter que l'autre soit libre de partir ou ne pas partir. Aimer, c'est d'accepter parfois que l'autre nous laisse en chemin. Si vous avez peut-être que vous n'avez pas suffisamment donné ce qu'elle attendait de vous, vous n'avez pas satisfait ses attentes, donne-lui la possibilité de s'en aller. Autrement, tu la rendrais malheureuse ou malheureux si tu retenais la personne. Et du coup, j'ai pris conscience, puisque c'est en fait ça, l'étape du cheminement, c'est de prendre conscience dans ce face-à-face avec soi-même pour se voir tel qu'on est. Je me suis dit, mais attends, pourquoi nier que tu es faible, que tu es vulnérable? Tu l'es. Tu es ce que tu es. Tu es tendre. Tu n'es pas un bad boy. Donc, vous avez accepté votre nature donc, tout à fait. De bad boy, pardon, de tendre justement, de bad boy au cœur tendre, on dira. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il faut toujours, bon ça je pense qu'on y reviendra, mais je pose déjà la question, est-ce qu'il faut toujours attendre que le déclic vienne des autres, notamment pour vous, ça a été cette jeune fille qui vous a fait comprendre cela, mais est-ce que tout seul c'est possible de... Parce que ces personnes-là qui ne s'acceptent pas, vous l'avez dit, sont en souffrance. En grande souffrance. Et oui. J'imagine qu'elles voudraient donc sortir de cet état qui les peine tant. Oui, il y a plusieurs circonstances. C'est pour ça que tout ce que nous avons dans la vie, par exemple cette émission, ça peut être une lecture, ça peut être un film à la télévision. En tout cas, toutes les circonstances sont possibles pour déclencher, j'allais dire, le déclic ou la prise de conscience. Un anonyme, pardon, un téléspectateur qui demande qu'on respecte son anonymat nous appelle de Cocody. Allô? Il est parti, toutes nos confuses. Essayez de rappeler. Donc effectivement, toutes les circonstances peuvent nous permettre de créer le déclic. Mais l'élément fondamental dont on a débattu ici, c'est d'apprendre à faire le bilan de sa vie. Donc, ce qui veut dire qu'on est sincère avec soi-même, on s'analyse et on se rend compte qu'effectivement, comme M. Mok l'a dit, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi c'est toujours moi, quand on a dit un petit truc, je dois prendre ça en mal et en pleurer? Pourquoi c'est moi qui ne suis jamais aimé? Pourquoi c'est moi qui ne réussis jamais? Je me pose la question. Et en ce moment-là, je vais à la rencontre de moi-même. J'ai fait le bilan et j'ai insisté sur
le caractère d'honnêteté avec nous-mêmes. Quand on fait le bilan sur soi, on est seul, mais on doit être sincère avec soi. En ce moment, on va mettre en exergue ce qui ne va pas, et à défaut de ne pas pouvoir régler seul, on peut demander éventuellement à de tierces personnes de nous appuyer, de nous aider. Très bien. Encore quelqu'un qui demande l'anonymat, qu'on respecte. Il nous appelle de Abengourou. Allô? Allô? Alors, très chers téléspectateurs, nous avons hâte et nous sommes très heureux de vous avoir quand vous appelez, mais nous vous demanderons tout simplement de baisser le son de votre téléviseur, voire couper carrément la télé, le temps qu'on échange ici, et puis vous aurez donc après les avis de nos consultants, parce que quand il y a l'écho, ce n'est pas du tout agréable, ni pour vous d'ailleurs, ni pour les autres téléspectateurs. En tout cas, merci d'appeler 22 42 54, précédé du plus 225. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, on parlait donc de ces causes, on est plein dans les cas de figure, donc on a parlé de frustration, de faible estime de soi. Qu'est-ce qui peut justifier, ou du moins expliquer qu'on ne s'accepte pas? Oui, je voudrais juste avant peut-être de répondre encore à cette question, que si vous avez remarqué quelque chose particulièrement aujourd'hui, malheureusement le téléphone déconne un peu ou c'est des choses, vous avez vu le fait que beaucoup de personnes, déjà ceux qui ont appelé, il y a au moins plus de la moitié qui demandent l'anonymat. Ce qui traduit clairement que beaucoup de personnes souffrent effectivement du manque d'acceptation de soi ou de ses frustrations. C'est la traduction très nette. Parce que quand on parle, quand on dit je veux garder l'anonymat, ça fait au moins 3 ou 4 fois, ça traduit clairement que les gens sont dans ces situations et qui souffrent. Alors, il y a également d'autres cas de figure. Ça peut être au plan professionnel. Je fais tel boulot, mais je ne me sens pas à l'aise. Quelle est la raison? Soit on me l'a imposé, et c'est pour ça qu'à l'occasion d'une émission, lorsqu'on parlait un peu de choix d'orientation, nous avions invité les parents à discuter avec les enfants et de prendre la décision en tenant compte de leur goût. Parce que si j'ai envie d'être artiste, j'ai envie d'être ceci, et qu'on m'oblige, ou par suivisme, parfois ce n'est pas par les parents, comme un ami a une certaine influence sur moi, il emprunte une voie, je vais suivre la même voie, alors je dévie totalement de mon choix. Le père est, je sais pas, mon médecin, dentiste ou ophtalmologue, il a un cabinet, on aimerait bien que l'enfant reprenne le cabinet. Pour assurer l'héritage. Voilà, et on oblige l'enfant donc à faire des cours de médecine, alors que lui voudrait faire du droit, par exemple, ou de l'économie, ou autre chose. Madame Oukayate nous appelle de la Guinée. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. C'est pour intervenir par rapport à... Oui. Bon, s'accepter soi-même, tout part de l'enfance, tout part de l'enfance. Quand tu as des parents agressifs et qui n'arrivent pas à t'écouter, ça pose déjà un problème. Je vous donne un exemple. Le contracteur de l'école, c'était, j'aime pas, dans certaines matières, je n'arrive pas à m'en sortir. Et je viens vers mes parents, je dis, si on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, je pourrais m'en sortir. Mais les parents, je constate que ce parent, lui, c'est sa décision à lui qui doit s'imposer. Qui doit s'imposer. Là, tu vois que, bon, déjà, on n'accepte pas ces problèmes. C'est déjà un problème de culture. Je ne sais pas si c'est les parents privilégiés, c'est plus compréhensible. Mais quand les parents ne sont pas privilégiés, c'est autre problème. D'accord. Ils n'arrivent pas à t'écouter, c'est comme si c'est les parents qui doivent s'imposer à toi. L'enfant n'a pas le droit aussi à s'exprimer, toi. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Oukayate, pour cette intervention. Ce qu'on retient, c'est qu'elle demande qu'on privilégie le dialogue donc, avec les parents. Parce qu'elle a dit en début d'intervention, tout part pour elle part de l'enfance, et on l'a dit d'ailleurs sur ce plateau, tout part de l'enfance et de la communication, en tout cas de la complicité qu'il y a entre les parents et les enfants. Quand on a les parents, elle a utilisé le terme civilisé, mais je dirais des parents disposés et ouverts.
c'est plus facile pour l'enfant justement de s'accepter parce que il pose les questions qu'il... Et il a les réponses, donc ça renforce sa confiance. D'ailleurs, il y a un livre, j'ai oublié le titre, qui parle de « Tout se joue avant 6 ans ». C'est un livre de psychologie qui parle « Tout se joue avant 6 ans ». Le caractère, vous savez, à partir... je pensais que c'était 7 ans, l'âge de raison. C'est l'âge de la raison, c'est pour ça que ce soit avant. Donc, tout commence par là. Un enfant qui est bien accueilli par le papa, qui pose des questions parfois, même parfois des questions gênantes, on devait pouvoir avoir le tact de répondre. Mais hey, tais-toi, il faut quitter là-bas un moment à plusieurs reprises, comme elle a dit. L'enfant va rentrer dans un système de repli sur soi. Et quand il va devenir adulte, même directeur de société ou je ne sais quoi, ça va être très, 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 très difficile pour cet enfant-là ou cette personne. Moi, je voudrais revenir sur l'opportunité d'accompagnement, de l'accompagnement qui soit psychologique ou bien spirituel, comme nous en faisons habituellement. Parce qu'il y a une étape, il y a quelque chose qui est fondamental. Celui qui ne s'accepte pas, pour la plupart du temps, il vit dans une bulle. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'accepte même pas que le problème qu'il vit est un problème réel. Elle a dit au téléphone, la dame de la Guinée, c'est quelqu'un qui se dénie, donc il n'accepte même pas ce problème. D'où la nécessité d'un accompagnateur, obligatoirement, parce qu'il est difficile, à cause de notre orgueil, le fait qu'on ne s'accepte pas. Nous vivons dans une espèce d'orgueil de l'ignorance. On pense savoir alors qu'on ne sait rien. Et c'est une attitude parfois qui nous protège. On vit donc dans ce cocon-là pour se protéger. On vit dans une espèce d'idéal virtuel, comme j'aime à le dire, parce qu'on refuse d'admettre la problématique. On refuse d'admettre la problématique pour parler sur le plan professionnel. On n'est pas inconscient de cette problématique-là. Oui. On ne sait même pas, c'est pas qu'on refuse, parce que quand vous dites on refuse de voir le problème, c'est que on sait qu'il est là, oui, mais on refuse de l'affronter, on refuse de le voir. Tout à fait. Mais bien souvent, on l'ignore même. Absolument. Si, on l'ignore également et on refuse de le voir. En fait, c'est inconscient. Mais c'est une attitude de protection. C'est comme ça que nous voulons nous protéger pour continuer d'exister tel qu'on veut le voir. Comme par exemple dans celui qui est forgeron ou alors qui est aide ménager. Il paraît que ça se dit maintenant, on ne dit plus boy ou machin. Aide à domicile. Ouais, aide comment? Aide à domicile. Voilà, ouais, aide à domicile. Alors, il refuse, n'est-ce pas, ce rang social là. Donc, il vit dans une bulle. Bon, j'en ai connu un quand nous étions à Benjerville, parce qu'il fréquentait à l'époque, il y avait un cercle d'amis et donc... il se sentait exclu. Tout à fait. Madame Doumbia nous appelle. Monsieur Doumbia, toutes mes confuses. Monsieur Doumbia, il est parti. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas vexé, Monsieur Doumbia. Toutes mes confuses. C'était Monsieur Doumbia qui nous appelait de Minignan. Voilà, on espère vraiment que vous allez rappeler Monsieur Doumbia. Alors, donc, pour parler de ce... Donc, je disais, il y a l'ignorance. Parce que c'est inconscient. Dans l'orgueil de l'ignorance, il y a la parole sainte qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, je ne sais même pas. Et je vis, n'est-ce pas, dans ce déni de moi-même. Et je déploie assez d'énergie pour toujours paraître et refuser le problème. Par exemple, le fait que ma mère peut-être soit une handicapée, comme ce garçon, je ne sais pas si vous connaissez ce témoignage, dont la mère lui a donné l'œil. Et il a complètement renié cet aspect de la vie jusqu'à ce qu'après sa mort, elle lui ait laissé secourir cette lettre pour lui dire « Mon fils, sais-tu que l'œil que tu as, tu ne me reconnaissais même pas comme étant ta mère. » Parce que j'étais borne. Parce que j'étais borne. Mais pourtant, j'étais borne parce que je t'ai donné un œil. Par amour pour toi. Et oui, même si... Par amour pour toi. Même si on va plus loin, effectivement, c'est des phénomènes qu'on constate. Hein. Vous avez un enfant qui vient d'une famille modeste et qui rentre dans un établissement parce qu'il a de bons résultats. Il va commencer à fréquenter des amis chez qui il va partir et qui vivent dans des conditions, j'allais dire, meilleures. Et du coup, va commencer à se transformer et qui va renier du fait qu'il vienne de telle ou telle famille. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, mais écoute, on va aller chez toi, non, enfin, on va raconter toute cette histoire. Oui. Mais c'est un reni de soi, parce que si vous êtes fils de paysan, c'est pas le fait que vous soyez né d'un paysan que vous êtes devenu ce que vous êtes. Voilà. Si vous êtes le fils d'un cultivateur, c'est pas le fait que vous soyez né d'un cultivateur que vous êtes devenu ce que vous êtes. Très bien. Monsieur Pénan. Monsieur Fernand, merci Yao. Monsieur Fernand nous appelle de Bondoukou. Allô? Oui. Bonjour, Monsieur Fernand. Non, pas Bondoukou, j'appelle de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Merci d'être avec nous, Monsieur Fernand. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? C'est Congo-Brazzaville. Oui, vous pouvez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît?
C'est bon. Merci, Monsieur Fernand du Congo-Brazzaville. On vous écoute. Ah, c'est l'émission que vous êtes en train de faire. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est l'émission. Désolé, Monsieur Fernand, j'espère que vous allez rappeler. Alors, on parle d'estime de soi, là, de s'accepter. S'accepter implique de se connaître, et se connaître, c'est ni se sous-estimer, encore moins se surestimer. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Parce que s'accepter ou s'estimer, ça veut dire que je ne méprise pas l'autre qui est en face de moi parce qu'il a de la valeur, il a ses valeurs, il a ses défauts, il a sa culture. Mais aussi, moi, je ne me sous-estime pas pour dire qu'il est supérieur à moi. Ce qui est intéressant, c'est de dire j'accepte ce que je suis avec ce que j'ai. Et cela ne nous empêche pas d'avoir des projets ou des ambitions pour accroître ou améliorer notre vie. Mais je n'ai pas le droit de dire il n'est rien ou bien il est tout. Moi, je ne suis rien et vice-versa. Très bien. Madame Konon nous appelle de Yopougon. Allô? Oula, décidément, aujourd'hui, nous avons un problème avec le téléphone. Les équipes sont diligentes et on espère qu'avant la fin de cette émission, ce problème sera réglé. On parlait donc du fait de ni se sous-estimer, ni se surestimer. Oui, c'est l'acceptation de l'autre. Parce qu'en réalité, pour qu'on accepte l'autre, pour qu'on l'aime l'autre, il faut qu'on s'accepte soi-même et qu'on s'aime soi-même. Il y a des gens, souvent, moi j'ai un entretien, ils viennent me dire, docteur, j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas, personne ne m'aime autour de moi-même. La première question que je te pose, est-ce que tu t'aimes toi-même? Parce que quand tu t'aimes et que tu t'acceptes... Forcément, je lisais un beau proverbe que j'ai vu sur le net hier qui disait que la vie était comme un miroir. Absolument. Alors quand on sourit... C'est dans la Bible d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Oui. Je l'ignorais. Que quand on sourit justement au miroir, le miroir nous sourit en retour. Donc quand on sourit au monde, le monde nous sourit. Quand on fait la grimace, le monde nous fera la grimace. Donc si vous n'exprimez pas l'amour au monde, vous n'aurez pas l'amour. Si vous exprimez l'indifférence, le repli sur soi, ben, le monde restera dans son coin. Donc il est important de savoir qu'on n'est pas obligé, on accepte l'autre, on l'aime tel qu'il est. Et cela passe par la nécessité de nous-mêmes nous accepter tel que je suis. Parce que dès lors que je m'accepte avec mes valeurs, avec ma culture, avec mon ethnie, avec mon origine, je suis disposé à accepter Mbok avec sa culture, avec ses faiblesses, avec ses forces. Mais quand on ne s'accepte pas, on a du mal évidemment, à moins d'être hypocrite, d'accepter celui qui est en face de nous. Alors même si ces blessures-là, on a parlé de blessures intérieures, de frustration de l'enfance, si on a pu échapper heureusement donc à ce carcan-là dès l'enfance, ça peut survenir plus tard. Absolument. Peut-être qu'on se met par exemple, je me souviens qu'une fois on faisait une émission, je ne me souviens plus exactement du thème, mais il y a une dame qui avait appelé, et son témoignage nous avait touchés tous les deux d'ailleurs, qui disait qu'elle était mariée à un homme qui la dévalorisait tellement qu'elle avait du mal à sortir parce qu'elle avait l'impression que tout le monde la regardait et que ce monsieur-là, je crois que c'était dans une petite ville, il avait des aventures avec des femmes qui étaient complètement à l'opposé d'elle physiquement. Donc elle avait l'impression que quand elle sortait, les gens se demandaient, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Parce qu'on voit ses copines qui sont très belles et tout. Elle disait que même pour aller au marché, elle avait honte. Quand on la regardait, elle avait tout le temps l'impression que les gens la critiquaient. Oui. Et c'était très dur à vivre. C'était dur, je m'en souviens très bien. Mais effectivement, ça ramène encore à l'enfance. Parce que si j'ai une certaine forte estime de moi-même, cela peut me permettre de régler en partie ou de diminuer ma souffrance ou ma frustration par rapport au comportement de cet homme. On y revient. Un téléspectateur qui demande l'anonymat nous appelle de Port-Boué. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame, merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok, en fait, j'ai un petit souci. Oui. Bon, j'ai reçu un traitement un peu dur vis-à-vis de mon père depuis mon enfance, même jusqu'à maintenant. Oui. C'est quelqu'un qui est un peu difficile de comportement. Oui. Et aujourd'hui, j'ai une fille, ma fille a 5 ans à peine. 5 ans Bon, oui. Donc, bon, j'ai l'impression que le comportement, bon, je ne sais pas, le traitement que j'ai reçu un peu du père, souvent veut réagir un peu sur ma fille. Donc, j'aimerais savoir quel comportement bon, je devrais adopter vis-à-vis de ma fille, parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit épanouie. Je n'ai pas envie qu'elle ait la même manière, qu'elle ait je sais pas, la même vie que j'ai vécue. Mais bon, souvent, sans me rendre compte, je reconnais qu'il y a des moments où je suis un peu dure.
Alors, Donc, justement, quand vous dites que... Vraiment savoir quand vous dites comment que est-ce que je peux faire, quoi. D'accord. Mademoiselle, donc, madame, pardon, quand vous dites que vous avez peur que ce comportement que vous avez subi vis-à-vis de votre père... Ah, elle est partie, donc on n'a pas plus d'informations. Oui, avant de répondre à cette question, rapidement, sur la question précédente, la dame qui avait posé son problème dont on parlait à l'instant, sa souffrance a été, je crois, augmentée par le comportement de cet homme. À l'analyse, c'est une femme, à la limite, qui avait peut-être une certaine estime, mais très limitée, et qui attendait d'être valorisée par un homme. Ça aussi, c'est source de conflit dans les couples. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas eu par mes parents à l'enfance, j'attends ça de mon partenaire ou ma partenaire. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, moi, je n'ai pas connu l'affection paternelle, je n'ai pas connu d'affection maternelle, je me marie et j'attends cela de mon partenaire, qui peut-être malheureusement lui aussi a raté cela, et l'un dans l'autre, c'est les divorces et c'est la catastrophe. Donc, cette souffrance-là, effectivement, s'est accrue par le fait que peut-être elle cherchait la consolation et la valorisation au travail de son homme, elle n'a pas eu. Donc, évidemment, on va y revenir parce que c'est un sujet très intéressant, mais pour ne pas qu'on oublie la préoccupation de la dame qui vient tout juste d'appeler concernant donc, sa fille de 5 ans et qu'elle ne voudrait pas éduquer comme son père l'a éduqué. Qu'est-ce qu'on peut y dire? La réponse pour moi, enfin, je pense que M. Bocampan, c'est simple. Faites ce que vous pensez qui est bien pour son éducation. Parce que normalement, quand on pose des actes, on le pose dans l'intention qu'on pense que c'est bon. Il y a des gens, effectivement, de façon délibérée, volontaire, font du mal. Mais on apprend avec les autres, on a des amis, on peut causer, on peut lire des livres, on peut voir des spécialistes, poser des questions, mais c'est de l'aimer. L'aimer, pas de façon excessive au point où... Parce que souvent, l'erreur que les parents commettent, ils disent, j'ai tellement souffert que même quand l'enfant, que j'ai fait des choses gauches, je ne parle pas pour ne pas faire souffrir. Ça, ce n'est pas le bon amour. Il y a des mères ou même des papas qui ne supportent pas d'entendre leur enfant pleurer. Absolument. Et donc, pour peu que l'enfant gêne un peu, et l'enfant comprend très vite. Ah oui. Ça devient un moyen de chantage. De manipulation. Qu'il fasse un petit caprice. Voilà, je suis en train de lire la manipulation actuellement, donc de manipulation, effectivement. Pour peu qu'il fasse un petit caprice ou qu'il commence à pleurer, le père ou la mère est à ses petits soins. On évite même qu'il tombe, qu'il se fasse mal. Pourtant, l'enfant apprend par là également. Et gare à vous, si vous êtes de passage dans la maison de ce dernier que vous criez sur son enfant, vous risquez de ne plus y mettre pied. Et ça, c'est des choses qui déstructurent l'enfant. Parce qu'à un moment, il va grandir dans cette dynamique-là de surprotection. Et puis, il va se retrouver dans une situation de souffrance à l'âge adulte. Donc, ce que je dirais à la dame... C'est de trouver un juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, je le lui dis peut-être, c'est la manière de dire... On sanctionne. Il y a une punition. Il y a une punition en fonction de l'âge. Effectivement. Dans l'éducation de l'enfant. Absolument, il faut lui parler. Il ne faut pas hésiter à punir, mais sans être trop dur. Voilà, sans vouloir faire mal. Sans vouloir faire mal. Donc, à côté de ce que disait le docteur Brault tout à l'heure, je pense que j'ajouterais qu'il faille qu'elle cherche à se faire accompagner. Parce qu'on duplique, n'est-ce pas? L'éducation, d'abord, c'est par mimétisme. L'éducation, c'est par mimétisme. Absolument. On donne ce qu'on reçoit. Tout à fait. Et on duplique ce que nous avons vécu dans le cocon familial. Nous le dupliquons dans notre propre vie. Et c'est pourquoi ces craintes, et elles sont légitimes d'ailleurs quand elle dit « j'ai peur de reprendre ce que m'a fait mon père sur mon enfant ». Ça suppose qu'elle vit seule parce qu'elle ne parle pas de son père. Donc, elle ne vit pas en couple pour dire que l'influence de monsieur, c'est-à-dire du père de l'enfant, pourrait aider à équilibrer les choses. Elle est seule dans l'éducation de cet enfant. Et je pense que pour cela, il lui faut donc d'abord guérir elle-même de ses blessures. Que ce soit à mesure, je suis parfaitement d'accord avec vous. Pour mieux conduire l'enfant. Oui, si vous me permettez, justement, effectivement, c'est un commentaire sur lequel il faut insister. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents, effectivement, qui ont peur que ce qu'ils ont vécu à leur enfance ne soit pas transmis à leurs enfants. Mais il n'y a pas meilleure méthode, comme il a dit, que de régler d'abord ses propres problèmes et quand on est à l'aise, alors on va communiquer cette joie secondairement à l'enfant. Sinon, on revient. Monsieur, un téléspectateur qui garde encore l'anonymat nous appelle de Boaké cette fois-ci. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, en fait, le sujet, c'est un bon sujet. Merci. Voilà, parce qu'en tant qu'homme de Dieu pasteur, nous avons beaucoup, comment dirais-je, nous avons été en relation avec des personnes qui ont ce genre de complexe dans leur vie. Le fait de ne pas s'accepter soi-même. Et nous voyons que cela, c'était comme si une personne se mettait en prison, puisqu'elle n'arrive pas réellement à se libérer. Et même à des fois, quand tu veux corriger la personne, elle ne veut pas comprendre.
elle n'arrive pas à s'accepter soi-même par rapport à ce qu'elle est réunie, même le fait qu'elle n'arrive pas à quitter dans cette manière de vivre là. Et notre souhait est que si possible, si on pouvait avoir des conseils réels par rapport à ce sujet, nous croyons que ça va faire beaucoup de bien à la population, à tous ces personnes qui sont dans ces problèmes. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, qui rejoint, enfin, qui est un peu en partie la réponse à ce que le pasteur dit, et je le conseille moi-même souvent quand je discute avec des serviteurs de Dieu. Vous savez, si vous lisez la Bible, il y a l'exemple de la femme samaritaine. Dans le parcours que Jésus a fait avec cette dame, Jésus connaissait sa vie et son histoire, mais il a fait parler la femme. Et ce que je demande aux hommes, aux personnes qui accompagnent ces autres personnes en souffrance, c'est surtout de les amener à s'exprimer. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Il ne s'agit pas de venir dire, bon, ma soeur, on va prier, je vais voir l'imam, je vais voir le pasteur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abord de parler. Vous savez, quelquefois... Ou de faire parler. En fait, de faire parler, oui, c'est ce que je veux dire. D'aider à parler. Et dans cet aider à parler, il faut être patient. Moi, il y a des gens que j'ai suivis, c'est 1 an ou 2 ans plus tard que le problème réel est sorti. Parce que nous avons tous une certaine carapace. On parle de tout ce qu'il y a autour. Et l'essentiel est, voilà. Et je vous ai dit, c'est pour ça que souvent nos conflits ne se règlent pas. Parce que le problème de fond, l'abcès est là. Mais on tourne autour, on essaie de masser un peu, ça semble, ça semble. Avant-hier, tu m'as fait ceci, il y a 2 ans, tu m'as fait ça. Le problème de fond est là. Le problème de fond, il est là. Absolument. Donc je voudrais demander, dire à ce pasteur qui a eu l'amabilité de nous appeler, à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dans le domaine religieux, ceux qui accompagnent, que ce soit dans le domaine extra-religieux professionnel, quand vous accompagnez, trouvez du temps pour permettre aux gens de parler. Et parfois, comme je le dis, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. À une formation d'ailleurs, on nous disait, si vous n'avez pas le temps pour quelqu'un, ce n'est même pas la peine de lui donner l'opportunité de vous parler. Parce que si vous commencez, la personne commence à s'ouvrir et qu'elle sent que vous n'êtes pas disponible, c'est une souffrance supplémentaire, une frustration supplémentaire qui va renforcer le repli sur soi. Et en ce moment, il va dire, moi, les amis, je n'en veux plus. Je ne veux plus me confier à quelqu'un parce que personne n'est à la limite disponible pour moi. D'accord. Monsieur Mbok. Oui, pour aller dans le même sens, dans la même veine, il faut une écoute. Parce que la prise de conscience de ce qu'on traverse comme difficulté, c'est d'abord de s'écouter, donc de se faire accompagner. Et c'est alors qu'on va dans un face-à-face avec soi-même. Et on découvre, ou alors on exprime ses doutes, ses angoisses, parce qu'on promène des regards inquiets. Et tant qu'on ne les exprime pas, tant qu'on n'exprime pas nos angoisses, nos peurs, tant qu'on n'apprend pas à apprivoiser la peur de rompre l'équilibre qu'on s'est construit. Tout à l'heure, vous le disiez, on parle de ceci, de cela, parce qu'on veut conserver un certain équilibre. Donc, on refuse de toucher le fond du problème, de peur qu'en le touchant, peut-être qu'on va rompre quelque chose. Est-ce qu'on pourra après rattraper Dr Bourg qui va partir? Eh Dieu, il va partir. Alors, oui. D'accord. Monsieur David est en ligne, il nous appelle de Ouagadougou. Monsieur David, bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur David, de nous appeler. On vous écoute. Oui, je voudrais participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Ok. Parce que j'écoute le débat présentement. Allô? Oui, vous pouvez reprendre, je ne vous ai pas saisi. Oui. Sinon, en fait, moi, je voulais donner mon avis dans son début. Vous êtes Oui, je suis à Ouagadougou. D'accord, vous êtes à Ouagadougou, on vous écoute, oui. Oui, je voulais participer à l'émission. Oui, on vous entend, on vous écoute. Ok. Voilà, en fait, je voulais donner mon point de vue. Votre point de vue, oui. Oui, je pense qu'en tant que parent, il faut que nous ayons ce courage de dire la vérité à nos enfants. De courage de dire la vérité aux enfants. C'est une image qui impacte la vie de nos enfants. C'est ça. Et l'enfant, à chaque fois, il veut être comme son père. Pendant que nous ne disons pas la vérité à notre enfant, c'est ce qui veut dire que cet enfant va grandir dans le mensonge. Donc, je pense que quel conseil que qu'on est, on a le courage de dire dans l'humilité, dire ce qu'il y a, son parcours, même si elle est rapidement, peut expliquer aussi à son enfant pour qu'il comprenne comment
Donc, par exemple, je prends l'exemple que j'ai vécu en fait, j'ai étudié là-bas. Mon papa est un planteur. J'ai vécu un peu, je ne connais jamais vu à Abidjan. Donc, je ne suis pas en train de mentir à mes enfants en disant que moi, je suis... Dommage. Alors, on a saisi l'essentiel donc oui, de son... c'est les parents. Il estime que si les parents ne disent pas la vérité, ces mensonges-là vont avoir des conséquences sur les enfants quand ils vont découvrir la vérité plus tard. On a encore le temps de prendre un téléspectateur avant de faire la conclusion sur ce plateau. Alors, on en a dans les cas de figure et Dieu sait qu'il y a des domaines dans lesquels on peut manquer de confiance en soi. C'est différent. Ne pas avoir confiance en soi et ne pas s'accepter, c'est deux choses différentes. Oui, mais c'est lié. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous ne vous acceptez pas. Si je me dis, par exemple, dans mon refus d'acceptation de moi... Je veux dire que ne pas avoir confiance en soi, c'est le degré moindre. Donc, c'est une des conséquences de nos refus d'acceptation de soi. Okay. Parce que dès lors que je me dis, l'autre est meilleur que moi, l'autre est dans une meilleure famille que moi, l'autre a une taille meilleure que moi, en ce moment-là, je perds confiance en moi-même. Voilà. Parce que quand on me confiera une responsabilité, moi je ne sais pas parler en public. C'est bon qui parle en public. Moi je ne peux pas faire ceci, c'est brou, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est une des conséquences, l'absence de confiance de soi découle du refus d'acceptation de soi. Très bien. Un téléspectateur anonyme encore nous appelle de Gagne. Il est parti. D'accord. Alors, conclusion partielle, messieurs. Alors, ce que je voulais dire en conclusion avant M. Mock, c'est de dire que tous les domaines sont concernés par le refus d'acceptation de soi. Ça commence déjà par la famille. Il y a des gens qui refusent d'être de dealers ethniques. Il y a des gens qui refusent d'appartenir à tel village. Il y a des gens qui refusent d'appartenir à telle famille. Il y a des gens qui refusent d'appartenir peut-être à tel pays. Mais le déni ou le refus d'acceptation de soi se voit dans tous les domaines de la vie, dans le choix de sa femme, dans les relations avec nos enfants, sur le plan religieux, sur le plan, j'allais dire, professionnel. Tous les domaines, je dis bien tous les domaines de la vie, à des degrés divers, sont concernés. Ça peut être sur le plan intellectuel. Je ne m'accepte pas parce que j'aurais voulu faire, par exemple, une filière scientifique. Malheureusement, je n'ai pas pu, l'autre a fait. Donc, pour moi, là, ce n'est pas une bonne filière. Encore quelqu'un qui demande l'anonymat, qui nous appelle d'Abidjan. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, j'appelle pour donner mon point de vue. Oui. Votre poste téléviseur est allumé? Je viens à peine de l'éteindre, monsieur. Bravo. D'accord, on vous écoute. Donc, en fait, quand on parle de l'acceptation de soi, moi j'ai eu à côtoyer beaucoup de personnes qui ne s'acceptent pas en fait. Et je suis d'ailleurs passée par là d'abord. Et la plupart de mes amis ont renié même la couleur de leur peau. Parce que moi je suis claire de nature et je suis dans un environnement un peu comme ça. Elles ont renié la couleur de leur peau, renié les cheveux que Dieu leur a donnés. Et ça crée un gros problème de complexe, même dans nos relations en classe, ou même quand on sort. C'est vraiment le désordre. D'accord. C'est pour parler de ça, pour dire que même en Afrique, on ne s'accepte pas. On a envie de ressembler aux Blancs, on a envie d'avoir tout ce qu'ils ont. Du coup, tout ce qu'on fait, c'est du copier-coller, quoi. Permettez-moi de vous poser une question. Je pense qu'on va en parler. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que parce qu'on met des mèches, par exemple, sur la tête, ça veut dire qu'on ne s'accepte pas et qu'on veut forcément ressembler à une blanche? Non, c'est pas ça. D'accord. Non, je ne dis pas, mais quand ça devient un excès, mademoiselle, ça devient un gros problème. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un qui n'accepte pas sa couleur de peau, désolé, mais c'est par là que ça se démontre aussi. Très bien. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et merci pour votre intervention. On est pratiquement au terme donc de... On va en parler d'ailleurs, est-ce que les Africains, je pense qu'on laisse ce débat à Mohamed Kanté qui s'en charge très bien les lundis, mardis et mercredis, les Africains et le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Pour finir, donc comme je le disais dans tous les domaines, donc ça peut être même comme on le dit dans le domaine des pays. On pense que le paradis est ailleurs
et puis on va en déchante. Il y en a maintenant qui ont peur de revenir parce qu'ils ont renié leur pays en partant vivre meilleur, enfin dans des conditions idéales. Ça ne marche pas, ils ont peur de venir. Donc en un mot, cela se voit dans tous les domaines. Et je voudrais qu'on le sache parce que demain, Dieu voulant, on devra insister beaucoup sur les conséquences. Et c'est ça qui lie ce thème-là au fait que quand on ne s'accède pas, il est impossible ou difficile de pouvoir se prendre en main et de pouvoir gérer sa vie de façon efficace. Très bien. Monsieur Mbok. Oui, donc se prendre en main nous impose d'abord une prise de conscience de la problématique, une prise de conscience de qui on est. Et je vais chuter en disant que la dernière fois que j'étais au Cameroun, nous étions dans le taxi lorsque le chauffeur, à un moment, s'arrête et il va signaler notre présence. J'étais avec ma soeur et mon frère. À un agent de police, il dit « Écoutez, monsieur l'agent, ils n'ont pas le temps. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'accent. Parce que nous parlions entre nous et il dit « Ils n'ont pas le temps. Monsieur l'agent, ils n'ont pas le temps. Ils sont derrière là. » Ils ne sont pas camerounais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Mbok, merci Dr Brou, merci à vous très chers téléspectateurs. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé donc à la production de ce numéro avec à leur tête Patricia Yeo. Je vous donne rendez-vous demain dès 13h30 sur cette même antenne. D'ici là, restez en notre compagnie, nos programmes continuent.